Bonjour et bienvenue dans ce 155e briefing. Alors aujourd'hui, je suis entouré des deux plus brillantes têtes de Moscou. Pavel, que j'ai laissé à Paris, a été signalé dans des caves autrichiennes, apparemment, à la recherche, on ne sait pas, du fantôme de Natacha Kampusch ou des meilleurs vins. Nous le saurons à son retour. Euh, voilà, donc aujourd'hui, on va reprendre un rythme qui est plus classique. On n'a pas un coup d'État tous les jours à vous proposer. Donc, je crois qu'on a des nouvelles politiques aujourd'hui, mais pas économiques. Oui, une actualité essentiellement politique avec des nouvelles de Monsieur Prigojine qui a repris la parole aujourd'hui, un message audio d'une quarantaine de secondes, donc quelque chose de très court. Que peut-on en retenir? Eh bien qu'il remercie les personnes l'ayant soutenu. Il revient sur les objectifs de ce qu'il appelle la marche de la justice. Et il dit que l'un de ses objectifs, c'était de mobiliser la société et que de son point de vue, l'objectif est atteint. Et en conclusion, il déclare que de nouvelles victoires viendront bientôt, qu'on entendra de nouveau parler de Wagner depuis le front, ce qui est intéressant. Alors, il semblerait que cette prise de parole, plutôt surprenante, parce qu'on pensait, à tort manifestement, que le silence radio faisait partie des clauses de l'accord négocié par Loukachenko, eh bien cette prise de parole, semble-t-il, serait une réponse à une autre prise de parole, là encore inédite depuis le 24 juin, celle du ministre de la Défense Shoigu. Alors on l'avait vu aux côtés de Vladimir Poutine, je l'avais dit lors de précédents briefings, notamment mardi dernier, au Kremlin. On l'avait vu également apparemment en Ukraine, mais il ne s'était pas exprimé publiquement. Il l'a fait ce matin. Il a remercié les officiers présents à cette réunion de leur loyauté, etc., etc. Alors évidemment, ce n'est pas très bon signe, hein. Si Prigojine commence à réagir à nouveau à chaque intervention publique de Shoigu, ça peut laisser entrevoir une nouvelle spirale. Je ne parlerai pas d'escalade, je ne crois pas à une réédition de ce qui s'est passé, mais en tout cas, peut-être bien que le dossier n'est pas clos, en tout cas s'agissant de Wagner et de la galaxie Wagner, parce qu'en réalité, on parle de différentes entités. Au-delà de la compagnie militaire privée, il y avait un groupe de médias, il y avait d'autres prestations. Eh bien, les signaux sont assez brouillés en réalité. Que voit-on aujourd'hui? 3 juillet d'abord, une suspension probablement définitive des contrats de prestations assurés par la holding de M. Prigojine, Concorde, pour le ministère de la Défense. On sait que ces sociétés fournissaient notamment la nourriture pour des sommes très élevées, hein. Certaines ont été mentionnées la semaine dernière, près d'1 milliard de dollars par an. En tout cas, il semblerait que Wagner soit débranché de la commande publique. C'est ce qu'on voyait s'esquisser dès la semaine dernière. Autre clap de fin, cela concerne la holding Patriot qui réunissait les actifs de M. Prigojine dans le domaine des médias. Alors, je mets beaucoup de guillemets à médias, hein, puisque ça inclut aussi, semble-t-il, les fameuses usines à trolls. Voilà. Donc ça, ce serait terminé depuis la fin de la semaine dernière. Et ce ne serait pas repris par d'autres oligarques, contrairement à ce qu'on a dit, en tout cas à ce stade. Pour ce qui est de Wagner en tant que tel, stricto sensu, on a comme je le disais, des informations un peu divergentes. D'une part, Wagner annonce suspendre le recrutement de nouveaux combattants pour 1 mois, jusqu'au mois d'août. Et par ailleurs, on a appris à la lecture, par exemple, du Figaro de ce jour, que les bureaux en province étaient toujours actifs et qu'ils n'étaient pas dans une optique de fermeture, ce qui me fait dire que pardon, tout n'est pas tranché et que probablement la direction russe veut éviter de perdre l'outil militaire Wagner, que ce soit sur le front ukrainien ou plus sûrement au-delà des frontières de la Russie. Donc c'était
le point Wagner de notre briefing, c'est important et ça reste un sujet finalement. C'est ça aussi l'une des leçons de ces derniers jours. Est-ce que je peux t'interrompre justement pour poser tout de suite des questions? La première, son armée est où? Ses troupes sont où? On le sait. Elles sont en Biélorussie avec lui. Elles sont restées en Russie, on le sait ça? Difficile de le dire. Alors, ce que l'on sait, ce que l'on a vu, c'est qu'en Biélorussie, des terrains ont été mis à disposition de Wagner. Quand je dis des terrains, ce sont d'anciennes bases militaires soviétiques qui étaient plus ou moins abandonnés mais récupérables et qui auraient été mis à disposition dans la région de Mogilev, peut-être aussi dans les régions de Grodno, plus près de la frontière polono-lituanienne. Mais on ne sait pas combien de personnes, combien de Wagner ont d'abord choisi de ne pas signer de contrat avec le ministère de la Défense et d'ores et déjà de rejoindre la Biélorussie. Difficile à dire aujourd'hui. Pour l'heure, les Wagner sont dans leur point de déploiement dans la région de Lugansk pour l'essentiel. J'avais une autre question aussi sur les Wagner, parce que c'est un truc qui. Comment se fait le financement, justement? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a une ligne budgétaire consacrée dans le budget de l'État pour payer ça, quelque chose qui n'existe pas? Ou est-ce que, au contraire, le deal était de justement lui permettre de gagner assez d'argent avec les fournisseurs de l'armée en se payant sur la bête en Afrique pour financer son armée? Alors, ça fait partie des scoops, des grandes révélations de la semaine dernière, faites d'ailleurs au niveau de l'État par Vladimir Poutine. On a appris en réalité que le Wagner de Russie opérant en Ukraine était financé par l'État à hauteur, semble-t-il, d'1 milliard pour les, j'allais dire, non pas de commission, enfin oui, de commission ou d'honoraires, plus 1 milliard pour pris en charge les salaires qui étaient pris en charge directement par l'État. Donc, on a un élément de réponse. Un élément de réponse, l'État russe finance directement Wagner, s'agissant en tout cas de son volet russo-ukrainien. Pour ce qui est de l'Afrique, c'est probablement moins évident. En tout cas, on n'a pas eu de déclaration de Vladimir Poutine sur le sujet. Merci, donc on peut continuer. Alors, j'en reviens au deuxième point, point sondage, avec 2 enquêtes d'opinion qui ont retenu mon attention. La première réalisée par le centre Levada, le centre indépendant, qui a été classé d'ailleurs agent de l'étranger en Russie il y a quelques mois. Toujours à propos de Prigogine. Le centre Levada a fait 2 sondages, juste avant les événements et juste après. Et que voit-on? On voit que il y a une quinzaine de jours, eh bien, 58% des répondants disaient approuver l'action de Wagner. Et juste après les événements du 24 juin, ce niveau a été divisé par 2. Il est désormais de 29%. Alors on peut dire que c'est une chute spectaculaire. On peut aussi dire qu'il y a encore pratiquement un tiers des Russes qui soutiennent Wagner. Donc, sondage, à mon avis, très, très instructif et peut-être sera-t-il réactualisé dans les semaines qui viennent. Autre enquête d'opinion réalisée par un autre centre, assez jeune d'ailleurs, Russian Fields, à propos du conflit en Ukraine. 45% des personnes souhaitent que l'opération spéciale, entre guillemets, se poursuive, 44% qu'elle cesse. 64% des répondants disent soutenir une nouvelle offensive sur Kiev, mais 72% par ailleurs disent vouloir soutenir un accord de paix. Alors, ce qui est intéressant, à mon avis, le plus intéressant, c'est que le niveau de soutien à l'opération spéciale descendrait à 35% si jamais cela impliquait une nouvelle vague de mobilisation. Et enfin, dernière nouvelle politique de ces derniers jours, de la fin de la semaine dernière pour être plus précis, c'est l'inclusion de Boris Grebenchikov dans la liste des agents étrangers. Boris Grebenchikov, c'est une légende de la scène musicale russe, soviétique avant ça, la scène rock'n'roll de Leningrad dans les années 70-80. C'est le leader du groupe Aquarium.
C'est véritablement un monstre sacré de la culture russe, de la culture musicale, de la scène musicale. Eh bien, il a été donc inclus dans la liste hebdomadaire du ministère de la Justice. Voilà ce que je pouvais dire, cher président, aujourd'hui. Voilà. Donc encore un des chanteurs populaires qui se retrouve. Voilà. Il avait pris des positions très marquées. Oui, il avait pris des positions anti-guerre et plutôt pro-ukrainiennes ces derniers mois. Merci. Bien, Igor, on va avoir, comme d'habitude, l'état des munitions fournies aux différents protagonistes avant une vision plus large géopolitique, j'imagine. Oui, je vais essayer tout du moins de vous l'apporter. Je vais commencer par des nouvelles des relations entre les États-Unis et l'Ukraine, qui sont quand même déterminantes dans toute cette crise, puisqu'il y a eu un certain nombre de développements qui les ont concernés ces derniers jours, avec, on l'a appris par notamment le Financial Times, mais pas seulement, la visite discrète, certains diront secrète, plutôt secrète que discrète quand même, du patron de la CIA, M. Burns, à Kiev au mois de juin. C'est important de le préciser, quelques jours avant la mutinerie de M. Prigogine. M. Burns qui affirme que c'est dans le cadre de ses déplacements à Kiev, qui sont présentés comme réguliers depuis l'éclatement du conflit, eh bien, qu'il est venu aborder la question notamment de la stratégie, enfin ce qui est présenté comme une stratégie de l'Ukraine pour tenter de déboucher sur des pourparlers censés permettre un cessez-le-feu. Et à cette occasion, ce qui est présenté comme le plan ukrainien pour parvenir à cette situation a été donc développé par le média américain, donc le Financial Times. En gros, l'idée serait que suite à cette contre-offensive ukrainienne, eh bien, les troupes ukrainiennes parviennent à créer ce fameux corridor, enfin briser ce fameux corridor terrestre, en tout cas à regagner un accès à la mer d'Azov, à travers donc la région de Zaporogier, en reprenant Melitopol, pourquoi pas Berdiansk, enfin donc des perspectives qui paraissent aujourd'hui quand même difficiles au vu de ce qu'on a vu pour l'instant sur le terrain, mais néanmoins l'idée serait ainsi de permettre de déployer des systèmes de missiles qui couvriraient intégralement la Crimée, et donc la menace potentielle donc, de frappe sur la Crimée serait utilisée par les Ukrainiens comme un levier de pression dans des négociations qui s'amorceraient alors avec la partie russe, c'est en tout cas ce qui est souhaité par la partie ukrainienne. Euh, voilà un petit peu, je dirais, la feuille de route. Les différents médias anglo-saxons, que ce soit les Britanniques, les Américains, voire même d'autres, hein, on l'a vu dans leurs manchettes ces dernières semaines, sont quand même très sceptiques. Certains sont même clairement déçus pour l'instant par les performances de cette contre-offensive ukrainienne. Il y a eu des déclarations officielles qui ont été faites par différents responsables politiques comme militaires occidentaux pour expliquer qu'elles ne portaient pas les fruits escomptés. Ce qui a conduit le chef d'état-major ukrainien, M. Zaloujny, qui avait longuement disparu je dirais, des médias et qui n'avait fait aucune apparence publique pratiquement depuis le mois d'avril, à communiquer dans le Washington Post et à communiquer notamment son exaspération autour de ses commentaires faits dans les presses occidentales et particulièrement anglo-saxonnes autour du déroulé de cette contre-offensive. M. Zaloujny a demandé trois choses. Il a demandé du temps, des munitions et des avions pour arriver à réussir cette contre-offensive. Et il a clairement expliqué que si jamais ça ne fonctionnait pas jusqu'à présent, voire si jamais cela ne devait pas fonctionner, eh bien, ce serait la faute de la lenteur des soutiens occidentaux qui n'ont pas livré à temps les munitions et les systèmes demandés depuis des mois par les Ukrainiens. Il y a aussi une exaspération donc, côté ukrainien qui transparaît à cause eh bien, de la médiatisation de cette contre-offensive, mais aussi parce que le sommet de l'OTAN approche et les Ukrainiens comprennent bien qu'a priori, on ne leur proposera pas une place de membre de plein droit dans l'Alliance. Ça a été très clairement dit ces derniers jours, notamment par le chancelier allemand, qui a expliqué qu'il était hors de question qu'on propose un membership donc à l'Ukraine, qui aurait un conseil Ukraine-OTAN. Et M. Scholz a rajouté qu'il n'était pas question non plus de livrer des missiles solaires Taurus que les Ukrainiens demandent. Donc, c'est des missiles largués par avion qui ont une portée de 500 km et que les Ukrainiens réclament à corps et à cri aux Allemands. Et M. Scholz, là-dessus, a dit Nein. On ne livrera pas. Là-dessus, il est sur une ligne qui est assez proche, en tout cas en ce qui concerne le membership et l'OTAN des États-Unis. Hein. Il y a une convergence entre Berlin et Washington sur le fait qu'on ne va pas offrir à l'Ukraine, évidemment, d'appartenance de plein droit à l'Alliance.
Donc pour l'instant, voilà, sur ce sujet-là. Deuxième sujet qui nous emmène du côté de Bruxelles cette fois. D'après le Financial Times, eh bien, Bruxelles considérerait la possibilité de reconnecter au SWIFT une filiale de la banque russe Rosselkhozbank dans le cadre de ce qu'on espère à Bruxelles, la prolongation du deal céréalier. Je rappelle que ce deal arrive à échéance le 17 juillet. Et d'après donc le journal américain, eh bien, Bruxelles réfléchirait en guise, je dirais, de signe de bonne volonté et de signe de montrer que c'est important pour l'Europe, eh bien, que ce deal perdure, de reconnecter une des filiales de Rosselkhozbank afin que, eh bien, il y ait tout l'aspect donc paiement et financier qui puisse fonctionner à travers le système SWIFT. Je rappelle que c'est une des 10 exigences formulées par la Russie pour prolonger ce deal céréalier, ce qu'on appelle le Black Sea Grain Initiative. Eh bien, il y avait notamment la reconnexion, le reswiftage, comme on dirait en mauvais français, de Rosselkhozbank, mais aussi d'autres conditions comme le dégel des actifs des entreprises du complexe agro-russe qui ont été donc gelées en Europe, des oligarques qui gravitent dans cette sphère également, qui ont des actifs qui ont été mis sous séquestre en Europe. La réactivation donc, du pipe d'ammoniac entre Odessa et Tolyatti. Bon, il y a une certain nombre de conditions qui ont été formulées. Là, il y en a une qui serait relativement possiblement remplie. Euh, le ministère américain de l'Agriculture a quand même des chiffres qui sont quand même assez intéressants. D'après les projections donc, de ce ministère américain de l'Agriculture, eh bien, 20% des cargos de céréales qui partiront dans la saison qui s'ouvre, la nouvelle saison donc pour les exportations de céréales, eh bien, 20% de ces cargos proviendront de Russie, c'est-à-dire qu'un cargo en gros sur 5 qui acheminera des céréales vers des clients transportera des céréales qui, d'une manière ou d'une autre, viendront de Russie. Alors que les projections sur l'Ukraine sont plutôt mauvaises, puisque l'Ukraine ne représentera que 5% tout au plus de ces cargaisons, puisque compte tenu de la situation dans le pays, eh bien, il est difficile d'envisager une récolte abondante. D'autant plus que côté russe, la récolte qui s'annonce, manifestement, a priori, devrait être assez bonne. Et les objectifs d'exportation sont assez ambitieux, puisque la Russie envisage d'exporter jusqu'à 60 millions de tonnes de céréales dans la saison qui vient. C'est plus que cette année. Sur les clients du complexe agroalimentaire russe, en tout cas les céréales, les pays qui ont acheté des céréales en Russie, bien, le premier client pour la période juillet 2022 à juin 2023, bien, c'est la Turquie avec 12,6 millions de tonnes. En deux, vous avez l'Égypte, environ 8 millions de tonnes, et en trois, l'Iran avec 5,5 millions. Et quand vous regardez les 10 premiers clients, ensuite, vous avez Israël, l'Arabie Saoudite, alors c'est pas dans l'ordre, mais donc des pays quand même qui ont des relations qui sont plutôt, je dirais, normales, voire bonnes, et qui se développent donc avec la Russie. Toujours du côté de Bruxelles, l'Union européenne cherche toujours un moyen de tirer des, je dirais, bénéfices ou tirer parti des avoirs de la Banque centrale russe qui ont été gelés. Alors la dernière trouvaille, ou en tout cas piste qui est explorée, eh bien, c'est de prélever une taxe exceptionnelle sur les revenus générés par ces avoirs de la Banque centrale. Je rappelle qu'il y a, d'après ce qu'on sait, 200 milliards d'euros de la Banque centrale russe qui sont en Europe, vraisemblablement plutôt en Belgique, pour une grande partie d'entre eux, qui aurait rapporté au premier trimestre 2023 750 millions d'euros d'intérêts. Et donc, l'idée, ce serait de taxer ces intérêts de manière exceptionnelle et de reverser le fruit de cette taxe donc, à l'Ukraine pour le futur chantier. Bon, il y a toujours un problème de légalité qui se pose. Les juristes sont toujours en train de discuter de savoir si jamais ce serait opportun et légal de le faire. Donc pour l'instant, ce n'est évidemment pas tranché, mais c'est une piste qui est envisagée. Mais on voit quand même l'évolution du sujet. Au départ, il y avait des fantasmes sur ces 200 milliards. Est-ce qu'on va les saisir, les mettre sous séquestre? Puis après, on a quand même compris que les saisir intégralement, c'était pas possible. Il y a le droit de propriété privée. Ensuite, on s'est dit, bon, on va confisquer une partie. Là aussi, c'était devenu compliqué. Ensuite, on s'est parlé de confisquer les revenus, donc ce que ça allait générer, finalement, de faire fructifier cet argent mis sous séquestre et de s'approprier le fruit des intérêts. Là aussi, il y a un problème de légalité. Et donc maintenant, on en est à taxer ce que peuvent rapporter ces intérêts. Donc, sujet à suivre. Mais on voit qu'en un an, enfin moins d'un an maintenant, la question évolue. Autre thème qui nous emmène cette fois-ci de l'autre côté, je dirais géographiquement, c'est l'Organisation de coopération de Shanghai qui va tenir demain son sommet en Inde.
Alors, l'Organisation de coopération de Shanghai, je rappelle, c'est une organisation qui est régionale qui a été créée en 2001, qui regroupe la Russie, la Chine, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan, et qui a été rejoint en 2017 par l'Inde et le Pakistan. Et donc, l'Inde va accueillir le sommet cette année, enfin plus précisément demain, sauf qu'au dernier moment, on a appris que ce sommet se tiendrait principalement en distanciel, en ligne, puisque ni Vladimir Poutine, ni Xi Jinping, ni le Premier ministre pakistanais ne seront présents, et que par conséquent, il était beaucoup plus opportun de le tenir en ligne. On rappelle que l'année dernière, ce sommet s'était tenu à Samarcande et qu'il avait été tenu en présentiel, puisque les principaux chefs d'État et de gouvernement s'y étaient rendus pour débattre des questions de sécurité régionale. Il y aura un certain nombre de pays invités, enfin, qui sont traditionnellement invités. Il y a l'Iran, la Biélorussie, la Mongolie, mais aussi des représentants d'autres organisations régionales comme l'ASEAN, l'OTSC ou l'Union économique eurasiatique, qui donc siègent en qualité d'observateurs dans cette enceinte. Alors, observateurs, les choses vont évoluer, puisque l'Iran devrait logiquement demain devenir membre de plein droit de l'OCS, et la Biélorussie devrait entamer sa procédure d'adhésion qui devrait l'amener d'ici 1 an ou 2 à devenir membre également de plein droit de l'OCS. Alors, pourquoi est-ce que c'est tout d'un coup devenu un sommet qui est passé en présentiel en distanciel? Manifestement, c'est les tensions entre Indiens et Chinois qui ont un petit peu torpillé le format. Ni Xi Jinping ni le Premier ministre pakistanais n'auraient répondu à l'invitation officielle qui aurait été envoyée par les Indiens. Donc, ça aurait rabaissé, en tout cas ramené le format, changé, je dirais, le format. Encore une nouvelle sur l'Eurasie avec des projets de logistique internationale et le projet de créer un nœud logistique multimodal qui prend forme, en tout cas qui a été mis sur la table par la Russie, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan, qui permet donc de relier la Chine à travers le territoire de ces États vers la Russie occidentale, avec un point de transbordement donc au Turkménistan et ensuite en Russie à Astrakhan, qui deviendrait un port sur lequel on retransborderait les marchandises pour les distribuer vers la Russie occidentale. Ce qu'on constate quand on prend une carte, c'est que c'est le Kazakhstan qui est contourné par ce projet, puisque jusqu'à présent, il y avait des routes qui passaient par le Kazakhstan, mais évidemment, ce sont des projets de long terme que l'on évoque. C'est pas demain que ces routes vont prendre forme. Mais bon, l'idée, on le comprend en creux, c'est, en tout cas, un des effets de cette route, si jamais elle voit le jour, c'est que le Kazakhstan sera sorti de ce projet-là et donc les difficultés qu'on a vues surgir à sa frontière, parfois entre le Kazakhstan et la Russie, disons, seront là aussi contournées par cette nouvelle voie. Je vais terminer par quelque chose peut-être un peu plus anecdotique, mais qui est néanmoins intéressant. Les vols directs sur Cuba ont repris depuis Moscou depuis le 1er juillet. C'est la compagnie Rassia, donc, qui est un des low-costers d'Aeroflot qui l'assure. Et donc, le premier avion de Rassia qui s'est posé à Cuba portait le nom de Anadyr. Et alors, on peut dire que, évidemment, Anadyr, la ville russe, mais surtout Anadyr, surtout l'opération 1962, l'opération secrète menée par l'URSS pour acheminer du matériel et les fameux missiles sur l'île de Cuba qui a donné lieu à la crise éponyme, crise des missiles. Voilà un petit clin d'œil qui a été fait avec cet avion qui portait le nom de cette ville. Voilà, Président. Voilà, un clin d'œil subtil destiné au meilleur des historiens, donc vous ne pouviez pas le manquer, évidemment. On a quelques questions. Un joueur d'échecs, visiblement. Dans cette journée du 24-06, faut-il y voir simplement une Maskirovka qui permettrait à la Russie d'organiser un front nord via la Biélorussie, où il y a par ailleurs les armes nucléaires tactiques? Alors, c'est une hypothèse qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux russes, en tout cas sur Telegram. C'est un peu complotiste, n'est-ce pas? Mais même si la vérité oblige à dire qu'il y a des complots en Russie de temps en temps. Écoutez, franchement, je n'y crois pas trop. L'idée que ce soit une mise en scène, que ce soit le prix est trop élevé. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu une douzaine de pilotes militaires russes tués. Comme le rappelait Igor la semaine dernière, c'est plus que les pertes au feu sur le front ukrainien, en réalité. C'est-à-dire que Wagner a abattu plus d'hélicoptères de combat russes que l'armée ukrainienne depuis des semaines, voire des mois. Le dommage en termes d'image à l'étranger est majeur, sans parler alors je dirais pas de d'ébranlement, parce qu'en réalité, pour l'instant, c'est pas très bien et
finalement, les choses semblent plutôt se tasser, mais en tout cas, ça laissera des traces. Donc, non, je crois que et par ailleurs, la Russie n'a nullement besoin de ça pour, déployer ses armes nucléaires tactiques ou, si elle le souhaite, d'envoyer des Wagner ou d'autres unités en Biélorussie. Donc c'est vraiment des hypothèses comment dire? Un peu tordues, si j'ose dire. Bien. Concernant l'OTAN, on nous pose la question, est-ce que tu parles d'être membre de plein droit, mais j'imagine que serait avant la fin de la guerre, enfin de l'opération spéciale, quoi. Mais est-ce que la perspective reste néanmoins l'adhésion de l'OTAN ou non? En fait, on semble s'acheminer pour l'instant, tel que les choses comment dirais-je, se présentent à ce jour, hein. Je rappelle que le sommet, c'est dans une dizaine de jours, hein, dans une semaine. On semble s'acheminer vers la confirmation et la reconduction de la déclaration du sommet de Bucarest en 2008, à savoir que la Géorgie comme l'Ukraine ont vocation à un jour appartenir à l'Alliance. Bon. Mais il n'y a pas de feuille de route, il n'y a pas de date. Alors, certains chefs d'État disent on ne peut pas en rester là, il faut du concret, il faut mettre les choses sur la table, quelque chose d'une perspective un peu plus palpable, on va dire. D'autres veulent peut-être rester plus dans dans le brouillard. Mais le fait est que on va avoir un conseil Ukraine-OTAN qui devrait voir le jour. Et parallèlement, on sait que on réfléchit à des moyens de proposer aux Ukrainiens ces fameuses garanties de sécurité qui ne dépendraient pas d'un article 5, puisque une fois de plus, l'Ukraine, dans l'immédiat, tant qu'il y a un conflit sur son territoire, ça a été dit encore par Scholz la semaine dernière, n'a pas vocation à rentrer dans l'alliance. Pour des raisons que chacun comprendra. Mais en revanche, à côté, on réfléchit à des mécanismes pour trouver des moyens d'apporter à l'Ukraine ces fameuses garanties de sécurité. Et dans ces mécanismes, il y a des mécanismes d'ordre, j'allais dire, déclaratoires, hein, engageants, mais à voir dans quel niveau de contrainte, et des garanties en termes de matériel qui pourraient être livrés. Donc là, c'est du concret, hein, ça pourrait être justement les fameux F-16 dont tout le monde parle, ça pourrait être d'autres types de matériel militaire, mais tout ceci rentrerait aussi bien dans le cadre de ces garanties de sécurité que d'un hypothétique futur cessez-le-feu, où ça viendrait donner un peu du corps, de la substance à ce cessez-le-feu. Pour ce qui est de Vilnius, pour l'instant, j'ai le sentiment que les officiels, aux États-Unis ou ailleurs, n'ont pas envie que les divergences qui peuvent exister au sein de l'Alliance sur quel matériel on va livrer, qu'est-ce qu'il ne faut pas livrer, dans quelle quantité, quel type de garantie, quel horizon, etc., ne transparaissent pas dans le champ médiatique, qui est toujours cette impression de bloc, hein, cette logique de bloc qui prédomine et qu'on voit l'Alliance arriver coude à coude serré pour dire voilà, on est ensemble avec l'Ukraine, etc. Bon, mais on sait qu'en coulisses, et bon, c'est le jeu, hein, il y a des discussions sur les modalités voilà, de ce que je viens d'évoquer. Alors justement, une de nos auditrices fidèles nous dit Zelensky a dit qu'il n'irait pas au sommet de l'OTAN s'il n'y avait pas de garantie que l'Ukraine soit membre de l'OTAN. Il semblerait qu'il ait changé d'avis et que, tout bien considéré, il soit plus important d'être présent pour faire valoir ses arguments que de pratiquer la politique de la chaise vide. Et pour rester dans le complotisme, il y a des rumeurs comme quoi les Américains cherchent un nouveau président pour l'Ukraine pour remplacer Zelensky, car ses positions contre la Russie ne permettraient pas les négociations. Bah, je sais pas, la rumeur, je dirais pas propagée par qui ou quoi, je sais pas, je les ai pas vus, mais ce qui est certain, sans rentrer dans le complotisme et dans tout ça, c'est que on a un petit peu le sentiment, et parfois c'est pas qu'en trompe-l'œil, que par moments les Ukrainiens sont un peu prisonniers de leur discours et de leur position jusqu'au boutiste, et que maintenant il faudrait trouver une astuce, pour pas dire plus, pour essayer de sortir par le haut de cette position dans laquelle ils sont enfermés. Je crois que Zelensky a encore réaffirmé, peu après la visite de Burns, mais un peu après la mutinerie de Prigogine, que l'objectif, c'était le retour aux frontières du 23 février, etc., etc., et aux frontières même de 91, donc avec la Crimée. Et quand vous avez le directeur de la CIA qui vient leur expliquer pédagogiquement que pour l'instant, le compte n'y est pas vraiment, bon, évidemment, on peut dire que c'est du déclaratoire, mais on a quand même le sentiment voilà, qu'il n'y a pas une adéquation avec la réalité et qu'ils sont un peu prisonniers de cette posture. Donc voilà, mais après, non, ça sur trouver un emplacement, etc., ça, j'en sais rien, j'ai rien vu de tel. On a une question sur le pipe ammoniaque. Il n'avait pas été attaqué et détruit?
Oui, il y avait effectivement un tronçon qui avait été frappé, alors je ne sais plus par qui, mais ça c'est toujours la question, hein. C'est comme Nord Stream, hein. Mais effectivement, il a été abîmé. Alors la question, c'est est-ce qu'il est réparable? Est-ce que c'était pour le sortir finalement de la liste des exigences de fait, hein, qu'il a été détruit? Ça, j'en sais rien. Mais c'est pas le fond du problème, ce pipe, à vrai dire, hein. Je pense pas que ça soit le vrai problème. Il y a les terminaux de transbordement qui permettent d'envoyer quand même des choses déjà assez substantielles aux clients de ces engrais. Si je peux me permettre, il y a un nouveau tube qui est en train de terminé en Russie, qui aboutira au port de Taman et qui permettra d'évacuer de l'ammoniac. Donc ce sera bientôt un non-sujet, mais je penche pour l'hypothèse émise par Igor, qui était de sortir ce sujet de la liste russe, ce qui d'ailleurs pourrait vouloir dire indirectement que ce ne sont pas les Russes qui l'ont bombardé. Alors d'ailleurs, sur le fameux deal céréalier, s'il n'était pas renouvelé, est-ce que ça aurait des conséquences pour les céréales russes ou pas du tout? Écoute, j'ai pas l'impression. Je pense que les Russes, dans tous les cas, livreront. Je pense, quand j'ai donné les chiffres, hein, 12,6 millions de tonnes, bon, comme disait l'autre, c'est pas rien. Et quand on exporte, enfin, les projections qu'on peut voir dans les revues spécialisées et chez les différents experts disent qu'ils vont moins récolter cette année que l'an dernier, mais les chiffres vont rester quand même conséquents et qu'ils vont proportionnellement exporter plus que ce qu'ils ont exporté l'an dernier avec une récolte moindre. Mais ils ont fait des provisions parce qu'ils ont eu une récolte vraiment excellente l'an dernier, donc les silos sont pleins. Il y a une problématique de prix parce que les prix sont très bas. Donc, il y a une problématique des fermiers russes qui vendent, je dirais pas à perte, mais qui vendent très bas, chez qui on est venu mobiliser une partie de la main-d'œuvre. Il y a la taxe à l'export qui, en plus, les compresse encore plus, j'allais dire, leur marge et leurs revenus. Donc, il y a cette problématique-là dont il faut tenir compte. Et il y a évidemment l'aspect levier dans la politique étrangère qui est important pour le gouvernement et pour le pouvoir. Et par conséquent, voilà, il faut essayer de joindre tous ces bouts-là. Et quand on voit les chiffres que j'ai donnés, hein, qui sont dans Bloomberg, hein, chacun peut les consulter, c'est les projections de Bloomberg, c'est évidemment des quantités qu'on ne peut pas remplacer. Enfin, dire oui, si les Russes n'exportent pas, on trouvera très bien comme on fait pour le gaz et le pétrole. Là, c'est pas possible. 20%, c'est colossal. Donc, à mon sentiment, c'est que ça partira. Dans tous les cas, les engrais, qui eux, à l'inverse, ont des prix très hauts, ils sont très chers et parfois peu abordables pour une partie notamment des pays du Sud global, eux aussi partiront. L'Union européenne rappelle systématiquement que ni les céréales ni les engrais ne sont sous sanction, mais on comprend que c'était toute l'architecture autour, la finance, la logistique qui était impactée. Donc, à mon avis, mon sentiment, c'est que non, ils partiront quoi qu'il arrive. C'est pour ça que pour les Russes, il y a un sentiment qu'on joue le jeu d'un accord qui ne nous rapporte rien. Donc, on fait une fleur. Oui, c'est-à-dire il n'y a pas dans l'accord un aspect mécanique qui ferait que s'il n'y a pas d'accord, les Russes sont limités dans leur exportation. Si je peux me permettre, si l'on retient l'hypothèse que l'accord céréalier n'est pas prorogé, il y aura un exercice de pédagogie de grandeur nature qui devra être fait par la Russie auprès des dirigeants africains qui vont se réunir à Saint-Pétersbourg. On sait que pour les Africains, c'est extrêmement sensible. Ce point figurait en bonne place dans le plan de paix africain. Donc, on peut imaginer que les Russes font déjà passer des messages aux clients africains, aux pays les plus vulnérables. Il faut s'attendre à des gestes de bonne volonté d'une autre nature que ceux de l'année dernière, c'est-à-dire probablement des cargaisons. C'est déjà été fait d'ailleurs, hein, des cargaisons gratuites ou des voilà. Mais de l'autre côté, la susceptibilité de M. Erdogan, qui était le médiateur, semble plus facilement apaisable, me semble-t-il. Mais vis-à-vis de l'opinion africaine, il y aura un vrai travail à faire. Alors, là, vous allez pouvoir répondre à l'un et l'autre pour donner votre calendrier. Bonjour, merci pour vos briefings, vos analyses. Entre parenthèses, à quand une intervention de l'un d'entre vous sur LCI? Alors, Alors, sur LCI, j'en ai fait au moins 3, voire 4 ces dernières semaines, à Paris, en studio, et ici même. Donc, ça a déjà eu lieu. Nous serons probablement sollicités à nouveau par cette chaîne, hein. et j'imagine que ça se trouve en replay. Voilà, sur le truc. Alors, en parlant de Switch, quels sont les derniers développements autour de la Raiffeisen depuis l'annonce de son départ? Il n'y a pas de départ pour l'instant, donc il y a l'annonce.
Non, il n'y a pas d'annonce de départ en tant que tel, de cession. Ce qui se passe, c'est un peu différent. C'est que Raiffeisen est sous pression de la Banque centrale européenne et des Américains, et donc a annoncé réduire ses activités en Russie. Donc, il est très difficile, voire impossible d'ouvrir, par exemple, un nouveau compte. Si vous n'êtes pas client de Raiffeisen et que vous êtes une société, par exemple, française, je ne crois pas que vous puissiez le faire aujourd'hui en Russie. Donc, il y a eu des engagements qui ont été pris sur le non-élargissement du périmètre actuel, voire même sa contraction, puisque on l'avait signalé ici, Raiffeisen a cessé, par exemple, d'émettre des virements en euros vers un certain nombre de pays dont les Occidentaux pensent qu'ils sont des plateformes dans les stratégies de contournement des sanctions. Donc non, pas de départ de Raiffeisen. Raiffeisen fait valoir que c'est difficile, voire impossible, de toute façon, mais je dirais un grignotage des activités. La tendance est plutôt à la réduction de la voilure, voilà, pour éviter justement un départ, je pense. Par ailleurs, avez-vous une notion du pourcentage d'entreprises françaises qui a quitté le marché russe? Et donc, en fait, aucune, pendant que le pourcentage est facile. Aucune notion, voilà. Il n'y a pas aucune entreprise. Parce qu'on en connaît quand même quelques-unes, on ne sait pas. Si oui, comment cela se situe par rapport aux autres entreprises occidentales, allemandes, italiennes? C'est un sujet, comment dire, c'est un sujet sensible, vous l'imaginez. En soi, c'est un sujet sensible, évidemment, pour nous. Ce que je peux dire, c'est que, me semble-t-il, les entreprises qui ont le moins quitté la Russie sont les Japonais. C'est effectivement avec les Wagner, rappelons qu'ils sont toujours en guerre avec la Russie pour les Kourils. Voilà. Depuis 1945, il n'y a pas d'accord de paix. Donc voilà. D'ailleurs, une dernière question qui permettra un développement qui va être un peu différent. Tu parlais de l'OCDE tout à l'heure. Quelles sont est-ce qu'il y a des nouvelles tensions entre l'Inde et la Chine? Elles sont pas vraiment nouvelles, hein. Ils ont des tensions récurrentes. On parlait de Russie-Japon, là, bon, Russie-Chine, on pourrait aussi développer, hein, mais ils ont des tensions quand même récurrentes depuis des décennies. Le Cachemire, on a quand même vu des affrontements au Cachemire quelques semaines ou quelques mois. Alors, heureusement qu'ils sont très vite été, je dirais, calmés. Donc, il y a évidemment toute la problématique indo-pacifique avec l'Inde qui est dans une logique de quand même de diplomatie multivectorielle, mais qui est globalement quand même cherche à faire contrepoids à la Chine à travers des alliances économiques, industrielles avec les Occidentaux, les Français, les Américains, etc. Donc bon, non, il y a manifestement des sujets qui en ce moment font que il n'était manifestement pas tenable que Monsieur Xi Jinping se rende en Inde à l'invitation de Monsieur Modi, donc pour ce sommet. Modi et Poutine se sont parlé là le 30. Alors c'était dans l'enfilade de coups de téléphone qu'a eu le président russe avec un certain nombre de chefs d'État étrangers, mais il a eu un entretien visiblement aussi avec Monsieur Modi. Je pense que c'est à cette occasion qu'il lui a confirmé qu'il ne viendrait pas physiquement en Inde pour le sommet. Et puis, bon, vu que le Chinois n'est pas là et que le Pakistanais non plus ne vient pas, les autres, qui restent les leaders d'Asie centrale, en fait, vont pas non plus venir en Inde. J'ai l'impression que ça arrange un petit peu tout le monde, finalement, cette histoire. Peut-être on va dire que les Chinois sont vexés d'avoir perdu leur place de pays le plus peuplé du monde au profit de l'Inde. Voilà, et on va s'arrêter là. Donc, merci de toutes vos questions, de votre fidélité. On a toujours autant d'auditeurs qui nous suivent en direct et surtout qui nous suivent sur Facebook. Donc, n'hésitez pas sur Facebook à partager à vos amis et connaissances. C'est toujours utile justement d'avoir plus de gens pour le référencement et toutes ces choses-là. Donc, n'hésitez pas. Voilà, fin de ce 155e Brésil. Nous nous retrouvons jeudi. Je ne sais pas encore dans quel format, mais de toute façon, ce sera comme toujours passionnant, approfondi et un peu en fonction de l'actualité, on va dire. Voilà, bonne fin de semaine à tous, enfin bon début de semaine, et puis on se retrouve jeudi. Et comme toujours, la CCI France-Russie est à vos côtés. Tenez bon.